Bonsoir à tous, c'est Shana Tova. On est très content, très heureux de se retrouver avec Georges Spira pour continuer le cours sur les Juifs d'Orient. Voilà, bonne étude à nous tous et merci Georges pour cet enseignement. Voilà, bonsoir à tout le monde. Shana Tova, Gmar Chatima Tova. Et comme d'habitude, on va reprendre nos bonnes habitudes. On va commencer par un carnet de famille, mais qui n'est pas très sympathique ce soir, puisque 4 heures avant l'entrée de Rosh Hashanah, notre ami René Jasner est décédé. Je vous en avais parlé la dernière fois. Et il a été enterré encore avant Rosh Hashanah. Et comme on dit en Alsace, c'est une expression quand quelqu'un décède comme ça, juste avant l'entrée de Shabbat, juste avant l'entrée d'un Chag, on dit il s'est assis à la table préparée, à la table mise, à la table de Chag qui est mise, c'est-à-dire que son âme rejoint directement Akadosh Baruch Hu. René Jasner, c'est celui qui nous faisait de magnifiques offices de Arvit après le cours, avec sa belle voix, et comme lui, d'autres âmes nobles, parce que dire qu'il s'assoit à la table préparée, ça signifie que c'est une âme d'exception, et ça me fait penser à plusieurs autres personnes, notamment mon ami Mimo Memaran, qui est décédé Erev Kippour, en préparant l'office de Moussaf qu'il devait faire le lendemain. Il a fait une crise cardiaque il y a de ça, je crois, 13 ans, et il me manque. Aussi, une pensée pour Rav Moshe Botchko, Rav Moshe de Montreux, qui est décédé il y a 10 ans, dans la veille de Yom Kippour également. Là également, c'est un décès tout à fait particulier, très signifiant. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour tous ces giborim, ces soldats qui sont tombés le jour de Kippour en 1973 pour défendre notre pays. Donc René Jasner a rejoint ce bouquet d'âmes nobles qui ont le droit de s'asseoir à la table préparée, Erev Rosh Hashanah, Erev Chag, ou Erev Shabbat, ou Erev Kippour, et toutes nos pensées vont à François, son épouse, et à ses enfants. Voilà, désolé de commencer l'année avec cette nouvelle, mais il fallait que je vous en fasse part. Maintenant, comme d'habitude aussi, on va faire un petit résumé. Et alors, j'ai introduit un système ce soir qui m'a été conseillé par notre amie Josette, qui m'a dit, tu sais, tu énonces des noms qu'on n'arrive pas à retenir, ils sont compliqués, tu devrais nous les écrire. Donc, je vais faire ça ce soir, et s'il y a des noms un peu spéciaux, vous pourrez les lire. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'apparition d'un mouvement extrémiste musulman qui s'appelle les Almohades, qui est né dans l'Atlas marocain au début du XIIe siècle et qui entraînera finalement la dégradation de la présence musulmane dans l'Espagne médiévale. Au fur et à mesure, les musulmans seront repoussés et puis donc c'est l'effet de cet extrémisme musulman. Et puis nous avons parlé du fils de Mehmed le Conquérant qui s'appelait Bayazid, voilà le nom qu'il est écrit, Bayazid II, qui a régné exactement à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Bayazid II est un musulman intégriste, il applique la charia avec sévérité, de même que le statut de la Dima, mais curieusement, il encourage l'immigration des Juifs d'Espagne qui sont expulsés en 1492. Je vous développerai tout à l'heure cette idée, mais c'est assez bizarre. D'un côté, il est extrémiste et de l'autre côté, il encourage l'immigration des Juifs d'Espagne. Ensuite, nous avions parlé des différentes formes d'oppression qui pouvaient toucher les dhimmis. D'abord, l'intégrisme religieux, tout simplement l'intégrisme religieux, tel qu'on le voit avec Bayazid II. Ensuite, l'intégrisme religieux qui est la conséquence de périodes de difficultés politiques, et c'est donc un moyen de détourner l'attention des populations vers un souci beaucoup plus important, c'est qui est l'application stricte de la Dima. D'ailleurs, c'est le système qu'ont utilisé tous les pays arabes jusqu'à présent, puisque nous avons des nouveautés depuis 8 jours,
qui était de dire à la population maltraitée, on n'a pas le temps de s'occuper des problèmes internes de nos pays, puisque d'abord, il faut qu'on s'occupe de nos frères palestiniens. Ça a été depuis 70 ans le leitmotiv pour ne rien faire dans les non-démocraties arabes. Maintenant, apparemment, il semblerait que les choses veuillent changer un petit peu. J'espère que ça marchera. La troisième raison qui peut inciter à des actions contre les dhimmis, c'est le besoin d'argent. Alors ça, c'est quand même un problème assez récurrent. Et le moyen pour obtenir de l'argent était de mettre en place de nouveaux impôts ou de nouvelles restrictions, et les juifs, ou les chrétiens aussi, payaient une grosse somme pour obtenir le recul de cette nouvelle loi, l'annulation de cette nouvelle loi. Donc on obtenait un capital rapidement en faisant un véritable chantage à de nouvelles lois contraignantes, des lois fiscales. Et la dernière forme d'oppression, qui est là est beaucoup plus violente, ce sont les oppressions qui trouvent leur origine dans la population. Elles sont spontanées et elles sont extrêmement violentes. Tout peut être prétexte à une explosion populaire. Ça, vous le savez, tous les mouvements de foule sont dangereux par définition dans quelque pays que ce soit. Maintenant, l'islam a une particularité, c'est qu'il est extrêmement scrupuleux sur l'application du droit islamique, mais du droit. Or, le dhimmi, il est protégé. Le statut de dhimmi, qui est de payer la jizya à un certain nombre de conditions, en contrepartie, le dhimmi est protégé par le sultan. Alors, comment justifier des attaques contre les dhimmis? Eh bien, on trouve que tout à coup, le dhimmi ne respecte pas sa part du contrat. Par exemple, il veut s'élever au-dessus de la condition qui normalement lui est dévolue. C'est un cas qui s'est retrouvé à plusieurs reprises, et effectivement, on a eu des juifs qui sont arrivés très très haut dans la hiérarchie, et je vous avais cité l'exemple en 1266 de Grenade, où une explosion populaire a provoqué la mort de plus de 2000 juifs, parce que le vizir Ibn Nagrela était arrivé trop dans la hiérarchie de la cour, et que c'était inacceptable. Voilà. Donc ça, on trouve une justification à un acte contre les dhimmis. Il y a rupture de contrat et par conséquent, le sultan ou le bey ou le calife ou le cadi ne sont plus tenus par l'engagement de protection du dhimmi, puisque le dhimmi a rompu le contrat en outrepassant ses droits. Je vous avais également parlé de l'histoire des Mongols qui viennent d'Asie centrale, qui ont conquis, païens, très important, païens, qui conquièrent la Palestine et puis la Syrie avec l'aide des Juifs. Et une fois que ces mêmes Mongols se seront convertis à l'islam, ils se retourneront contre les Juifs sous prétexte que fut un temps où ils ont aidé un peuple païen, eux-mêmes, avant qu'ils soient musulmans. Donc c'est absolument hallucinant comme attitude. Ils s'en prennent à ceux qui les ont aidés parce qu'à l'époque, ils étaient païens et que les Juifs ont aidé des païens. Bon, c'est une logique très particulière. Alors, cela dit, globalement, jusqu'au XIIe siècle, début du XIIIe siècle, l'islam est relativement tolérant et on en veut pour preuve tous les échanges intellectuels qui ont eu lieu entre les musulmans, les chrétiens et les juifs. On l'a vu largement quand on a parlé de l'Espagne. Je ne reviendrai pas sur l'Espagne parce qu'on est quand même resté 1 an et demi en Espagne. On la connaît par cœur maintenant, donc on parle des autres pays musulmans. Cette époque-là a vu beaucoup d'échanges intellectuels. Je vous ai parlé des dictionnaires des médecins qui recensent tous les médecins juifs, chrétiens ou musulmans qui existaient et qui ont inventé quelque chose. C'est une époque où les savoirs sont mis en commun, où il y a un échange de connaissances, d'étudiants, de maîtres, donc vraiment des échanges culturels importants. Et puis, le califat, qui est donc un empire, change de statut et devient un empire féodal, c'est-à-dire qu'il explose en une multitude de petits califats. Et à partir de ce moment-là, le côté tolérant de l'islam va disparaître. En même temps, seront détruits et les sciences, et l'économie,
et la tolérance. Alors, pourquoi? Parce que d'une part, l'économie n'existe plus, ce sont les impôts qui font fonction d'économie, et finalement, on voit exactement le même phénomène dans l'islam qu'on a vu quelques siècles plus tôt en Europe occidentale, après l'éclatement de l'empire de Charlemagne. On rentre dans la période féodale qui représente un véritable recul intellectuel, scientifique et moral de toute l'Europe. On a le même phénomène dans l'islam et la tolérance est de la revue, elle est oubliée, elle n'existe plus. En même temps, l'islam majoritaire, qui est l'islam sunnite, est en but à trois ennemis. D'une part, les chiites, ça c'est une guerre d'origine. D'autre part, ils sont en lutte avec les chrétiens, parce que l'empire chrétien ou le monde chrétien cherche à se développer, au détriment évidemment de l'islam, ce qui n'est pas le cas des juifs. Les juifs ne sont pas conquérants, ils ne cherchent pas à avoir des terres. Et troisième ennemi, c'est les Mongols, qui sont païens au départ, je vous le rappelle, et qui ont conquis la Palestine et la Syrie. Donc ce combat des sunnites contre ces trois groupes induit également un formidable mouvement d'intolérance dans le monde musulman. On a aussi parlé du traitement des juifs et des chrétiens dans le monde musulman, et on a vu qu'il y avait une inégalité. Alors là, c'est assez étonnant parce que majoritairement, les musulmans se sont battus contre les chrétiens. Pour les raisons que je viens d'évoquer, les chrétiens veulent gagner du terrain, les musulmans se battent pour conserver leur conquête, ce qui n'est pas le cas des juifs. Et pourtant, très souvent, l'opposition sera plus forte à l'égard des juifs. C'est un peu compliqué parce qu'il y aura beaucoup d'exactions contre les chrétiens, plus violentes que contre les juifs, mais les juifs sont tout le temps maintenus dans une situation de mépris. Une des raisons qu'on peut évoquer, c'est certainement la proximité théologique, entre guillemets, évidemment, mais proximité théologique quand même entre l'islam et le judaïsme, et donc une espèce de lutte théologique, de savoir, de croyance entre deux religions qui elles ne sont pas proches dans leur fondement, mais dans leur expression, il y a beaucoup de similitudes quand même. Quand même pas oublier que les musulmans sont nos cousins germains, ce qui n'est pas du tout le cas des chrétiens. Voilà, c'est une explication, il y en a d'autres, et on peut beaucoup broder là-dessus. Alors, dernier point qu'on avait vu, c'est que la conquête européenne, qui commence, ça vous ne le savez peut-être pas, qui commence très tôt, elle commence déjà au XVIIe siècle, donc il y a très longtemps, 1600 et les brouettes. La conquête européenne va littéralement détruire la colonne vertébrale de la société musulmane qui repose, toute l'organisation de ces sociétés repose sur la jizya, l'impôt, la dima, le rôle des dhimmis et leur statut, le droit, je vous en ai parlé tout à l'heure, la supériorité de l'islam et la protection de l'honneur de l'islam. Or, toutes ces valeurs qui structurent la société musulmane vont s'effondrer avec les conquêtes européennes. On reviendra évidemment là-dessus beaucoup plus en détail. Il y a une idée que les Européens véhiculent après la Révolution française, l'idée de droit de l'homme et d'égalité entre les hommes, c'est une idée qui est incompatible avec l'islam. Ça, c'est clair. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on parlait de théologie tout à l'heure, qui n'est pas du tout la conception juive. Mais dans l'islam, droit de l'homme et égalité entre les hommes sont absolument inacceptables. Et donc, cette structure qui étaye toute la société musulmane s'effondre. La conséquence, c'est que comme les contrats qui lient l'islam avec le dhimmi sont battus en brèche, c'est le 19e et le 20e siècle qui connaîtront les épisodes les plus violents contre les juifs et contre les chrétiens. Autant on parlait avant de tolérance, il y a eu bien entendu des morts dans le monde musulman avant, avec des révolutions, etc., mais c'était très peu nombreux. 19e et 20e siècle, il y a des pogroms extrêmement violents, il y a beaucoup de morts chez les juifs, beaucoup de morts chez les chrétiens aussi, et malheureusement, on n'a pas fini. Voilà, nous en étions là.
Et si vous voulez bien, on continue. Ça va? Ça va. Vous me dites oui. On va aborder maintenant la période de l'islam entre la fin du Moyen-Âge jusqu'au début de l'époque moderne. Et là, il faut qu'on fasse quelques définitions. La première, c'est que l'histoire se divise en 3 périodes, globalement, dans les grandes lignes. Il y a l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge et il y a l'époque moderne. Cela dit, cette subdivision est tout à fait arbitraire, parce qu'elle est strictement calée sur l'évolution historique de l'Europe. L'Europe a connu une Antiquité, un Moyen-Âge, une époque moderne. Et on applique ces structures, ces divisions à l'histoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Même si ce n'est pas tout à fait exact. On ne recouvre pas exactement la même chose. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, où se situe l'histoire médiévale musulmane? Est-ce que c'est ce qui se passe dans le monde musulman au moment du Moyen-Âge européen, ou bien est-ce que c'est ce qui se passe dans le monde musulman au moment où celui-ci accède à l'idée du Moyen-Âge? Question, c'est pas simple. Par exemple, au moment du Moyen-Âge européen, l'islam est en plein développement. C'est le 6e, 7e jusqu'au 11e siècle, 12e siècle. Voilà. Et le Moyen-Âge musulman, c'est-à-dire le retour vers une société féodale, se situe au 11e, 12e siècle. Alors, est-ce que le Moyen-Âge musulman, c'est le 11e, 12e siècle, ou est-ce que le Moyen-Âge musulman, c'est ce qui se passe dans le monde de l'islam au moment du Moyen-Âge en Europe occidentale? Vous voyez que tout de suite, dès qu'on arrive dans ces définitions, ça devient compliqué et on ne sait pas trop quoi répondre. Voilà. Alors, l'époque moderne, est-ce que c'est quand apparaissent les premiers signes de modernisation au Moyen-Orient, ou est-ce que c'est quand apparaissent les premiers signes de modernisation en Europe occidentale? C'est la même question qu'on peut se poser. Et je n'ai pas la réponse. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des présupposés. Présupposés, ça veut dire qu'on pense, on imagine ce qui n'est pas juste. Que le monde musulman, le monde de l'islam, suit les mêmes évolutions que le monde du christianisme. C'est-à-dire Moyen-Âge, Antiquité, Moyen-Âge, féodalité, et ensuite la Renaissance, etc. Il n'y a pas de Renaissance déjà dans le monde de l'islam, et donc le processus d'évolution du monde islamique n'est pas du tout comparable au processus d'évolution du monde chrétien. Et donc là, on est un petit peu faussé dans notre approche du problème. Alors, on voit que ce n'est pas tout à fait juste, et on va essayer, si vous voulez bien, d'établir une périodisation différente du monde islamique. Parce que le monde islamique a été plus profondément marqué par les invasions que par l'évolution technologique, scientifique et autres. Et je m'en explique tout de suite. On va découper l'histoire de l'islam et se baser sur les grandes invasions. Il y en a 3. Et 3 invasions qui ont des conséquences extrêmement importantes dans l'évolution de l'islam. La première est l'invasion d'un certain nombre de pays par les Arabes musulmans. C'est une invasion contre le monde chrétien ou le monde païen, pas seulement le monde chrétien, et ça se situe au 7e, 8e, début du 9e siècle. Ça, vous connaissez, c'est les débuts de l'islam, et c'est une invasion, mais à l'envers. C'est les Arabes qui vont envahir des pays tout autour. Les conséquences de cette invasion sont que dans les pays conquis, s'instaure premièrement une nouvelle religion, c'est l'islam, pas partout, pas partout. Pour les païens, il n'y a pas de choix, c'est l'islam ou la mort. Mais pour les chrétiens, je ne reviens pas dessus, c'est le statut de dhimmi, c'est ou le statut de dhimmi, ou l'exil, ou la conversion. Mais on peut vivre comme chrétien ou comme juif en terre d'islam. Par contre, on ne peut pas vivre comme païen en terre d'islam. Encore qu'on a vu
avec le mazdéisme, le zoroastrisme qui a eu des nuances. Donc, on a une nouvelle religion, une nouvelle langue qui se répand, c'est l'arabe, un nouveau système politique, c'est le califat, qui transcende les tribus ou les pays, qui passe au-delà des frontières, et l'instauration dans tout le monde, dans tout le Moyen-Orient, d'un nouvel ordre politique, social et culturel relativement homogène et très différent de l'ancien modèle. Donc, c'est la première invasion. Si vous ne me suivez pas, vous levez le doigt. Alors, on reprend. C'est un peu compliqué ce soir, ce qu'on raconte. Donc, l'exportation de l'islam, de l'arabe, la langue, et d'un système politique qui est propre aux musulmans. C'est la première invasion, mais à l'envers. Et puis, il y a une deuxième période, c'est l'invasion du Moyen-Orient par les peuples des steppes asiatiques. Là, c'est une affaire complexe. Donc, on a affaire à des semi-nomades d'Asie. Ce sont les Turcs au 12e, 10e, 11e siècle. Les Turcs qui sont un peuple nomade, qui n'ont rien à voir avec la Turquie d'aujourd'hui. Ils ont à voir, puisque ce sont les Turcs d'aujourd'hui sont originaires de ces steppes. Mais à l'époque, les Turcs, ça se promène en Asie centrale. Plus tard, ce seront les Mongols au XIIIe siècle. Les conséquences de ces invasions sont la fin du califat, qui va exploser au fur et à mesure des invasions, des régimes politiques qui sont nouveaux, qui sont stables et qui sont très centralisés. Par exemple, les Turcs s'installeront évidemment en Turquie, les Mongols vont s'installer en Syrie, en Palestine et en Égypte, et à partir de là, vont littéralement dominer les régions qu'ils auront conquises. Culturellement, ces invasions amènent deux choses, la diffusion de deux nouvelles langues, d'une part le persan, qui sera amené par les Mongols, et d'autre part le turc, qui sera amené par le turc, évidemment. Mais on demeure ou on devient musulman, donc ce sont des terres qui ne sont plus arabes, mais mongoles ou turques, et après la conversion des Mongols, ce sont des terres musulmanes, de langue et de culture turque ou mongole, des terres d'ordre et d'orthodoxie religieuse. Voilà. Puis il y a une troisième période d'invasion, c'est l'invasion des pays d'Orient par l'Europe. On en a déjà parlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? À plusieurs reprises, les musulmans ont essayé de conquérir l'Europe. Ils ont réussi beaucoup de choses. Ils sont arrivés en Espagne, ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. N'oublions pas que Poitiers, c'est le Dar el-Islam, hein, et qu'un jour, il faudra bien rendre Poitiers aux musulmans. Ils arrivent aussi à Vienne. Ils arrivent en Espagne, ils arrivent en Sicile. Les Tatars qui sont un peuple semi-nomade aussi, islamisé, arrivent en Russie avec la Horde d'or. C'est toute une histoire encore, mais on ne va pas la faire parce que c'est l'histoire des musulmans, ce n'est pas l'histoire des juifs. Et enfin, les Turcs ottomans. Alors, hein, ça c'est curieux, Turcs ottomans. C'est une nouvelle idée, ça je vous l'explicite tout de suite. Les Turcs, on a dit qu'ils étaient d'Asie centrale. Ottoman, ça vient de Osman. Osman, ça n'a rien à voir avec l'Asie centrale. Osman, c'est le premier ottoman qui vient d'un village d'Anatolie et qui s'est conquis, qui s'est taillé un empire, l'empire ottoman, et qui va intégrer les Turcs venus d'Asie centrale. C'est compliqué comme histoire parce que les Turcs ne sont pas des Ottomans, les Ottomans ne sont pas des Turcs, mais tout ça, ça va se fondre ensemble, ça va faire une seule unité, et ça va faire un très grand empire, on y reviendra encore une fois. Alors voilà, j'en étais avec ces Turcs ottomans qui tentent par deux fois de prendre la ville de Vienne, en Autriche. Pour la petite histoire, pour accueillir les Ottomans, les Viennois ont fait une nouvelle pâtisserie en forme de croissant, à cause du croissant musulman, et ce sont les fameuses viennoiseries, ça vient de là, et les fameux croissants qu'on se délecte le matin au petit déjeuner. Et vous voyez qu'il reste des bonnes choses de la part des musulmans quand même. Donc voilà.
Deux assauts contreviennent et tout échoue. Et à ce moment-là, les Européens talonnent leurs envahisseurs et partent dans l'autre sens et essayent d'envahir leur propre pays. C'est-à-dire que le christianisme va reprendre l'Espagne et le Portugal, ça nous l'avons largement étudié, et plus tard, d'autres puissances européennes poursuivent les musulmans au Maroc, puis dans l'océan Indien et au Moyen-Orient. Résultat, c'est une histoire très courte que je vous fais là. Les Ottomans sont chassés des Balkans, qu'ils avaient entièrement conquis, et repoussés jusqu'à Constantinople, qui reste leur dernier et ultime fief. Les Russes réussissent à se libérer du joug des Tatars islamisés, de la Horde d'Or, et lancent des conquêtes en direction de la mer Noire, du Caucase et de la mer Caspienne. Vous avez à peu près les cartes en tête, parce que je n'ai pas de carte à vous montrer. C'est tout le bassin de l'Asie mineure, de l'Asie jusqu'à la Russie, de la Caspienne, la mer Noire et la Turquie, l'Anatolie, qui est l'est de la Turquie, jusqu'aux monts Taurus qui font la frontière avec la Syrie. Donc les Russes attaquent en direction de la mer Noire et ils avancent jusqu'aux premières marches de la civilisation islamique. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est l'histoire, c'est pas moi qui l'ai faite. Alors, on va essayer d'étudier un peu plus à fond la deuxième période d'invasion, celle justement de ces hordes semi-nomades d'Asie centrale, les peuples des steppes, et cette invasion s'achèvera avec l'arrivée des Européens et la période moderne. La période dont on parle, elle commence au XIIe siècle avec les Turcs, au XIIIe siècle avec les Mongols. Les Khans mongols dominent toute l'Asie mineure, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, la Palestine aussi, et ils détrônent les Ayyoubides de Saladin. Les Ayyoubides, j'ai écrit, les Ayyoubides, petit papier. C'est l'idée de Joseph, mais c'est une bonne idée. Donc les Ayyoubides de Saladin sont éliminés et les Mongols prennent le pouvoir. Et plus tard, ils céderont la place aux Mamelouks. Les Mamelouks régneront en Égypte. Alors les Mamelouks, c'est toute une histoire aussi. Les Mamelouks sont des enfants d'Asie mineure, sont souvent des Mongols ou d'autres tribus nomades qui sont kidnappés par les musulmans, qui sont amenés en esclavage dans les terres d'islam et formés à être des militaires. C'est une classe tout à fait à part, et quand ils se comportent bien au combat, évidemment ils sont islamisés, ils peuvent s'élever dans l'échelle sociale, et ils vont tellement s'élever dans l'échelle sociale qu'un beau jour, ils vont ficher les musulmans à la porte, les Arabes, et prendront le pouvoir. Les Mamelouks régneront sur l'Égypte et Israël et la Syrie, entre le XIIIe et le XVIe siècle, c'est-à-dire 3 siècles de domination mamelouk, et on en a aujourd'hui encore beaucoup de vestiges. Par exemple, si vous promenez dans le chouk de Jérusalem, vous pouvez voir c'est un nom en arabe, mais je ne le connais pas, des niches où il y avait des fontaines d'eau, et toutes ces niches, vous regardez l'architecture, sont d'époque mamelouk. Il y a pas mal d'immeubles dans la vieille ville qui sont encore de l'époque mamelouk. Ils ont beaucoup apporté dans l'architecture. C'était une grande civilisation d'esclaves libérés. C'est une histoire très, très particulière, les Mamelouks. Donc voilà. Les Mamelouks régneront du XIIIe au XVIe siècle, c'est donc une longue période. La fin des Mamelouks est assez difficile à dater parce que c'est l'invasion européenne qui sonnera la fin de la récréation. Mais l'invasion européenne, elle s'étale sur plusieurs siècles et elle commence à la fin du XVIIe, au début du XVIIe siècle et va s'étendre jusqu'au XXe siècle. Donc, situer exactement la fin de l'ère mamelouk est assez difficile parce qu'eux aussi sont dispatchés dans différents pays et disparaîtront au fur et à mesure de l'avancée européenne. Donc, il n'y a pas une date précise, les dates évoluent d'après l'avancée européenne.
Au début de cette période donc des invasions, il y a 6 centres de pouvoir musulmans. 6. En Inde, en Asie centrale, en Iran, en Turquie, en Égypte, avec la Syrie et la Palestine, et en Afrique du Nord. 5 de ces centres sont dominés par des dynasties turques. Je dis bien des, parce que les Turcs, il va y avoir plusieurs groupes, plusieurs dynasties, plusieurs familles, des luttes internes également, ce n'est pas notre problème, mais des dynasties turques. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman renverse le sultanat mamelouk. Ça, c'est pour l'Égypte. Alors, l'Empire ottoman, il est né très exactement en 1299, donc 1300 pour faire simple, et va durer jusqu'en 1923, c'est-à-dire 6 siècles. C'est très très long. Et il est créé par Osman Ier, qui est un petit cheikh en blanc d'Anatolie, de l'est de l'Anatolie, parce que l'Anatolie, ça recouvre une grande partie de la Turquie. Mais en fait, quand on parle de l'Anatolie politiquement, c'est essentiellement l'est de l'Anatolie qui se trouve à la frontière entre l'Irak, l'Iran, la Syrie, juste avant les monts Taurus. Donc c'est tout à l'est de la Turquie. Et il a un petit fief et il fait grandir ce fief jusqu'à devenir ce fameux empire ottoman dont nous parlerons beaucoup. Donc l'Empire ottoman renverse les Mamelouks au XVIe siècle et s'empare de l'Égypte, de la Syrie, de la Palestine et une partie de l'Arabie. Ou l'Arabie, ça c'est chatouilleux, parce que l'Arabie, ce sont les Arabes et c'est le lieu de naissance de l'islam. Et voilà que ce sont des Turcs qui viennent s'emparer d'une partie de l'Arabie. Le seul pays qui échappe aux Ottomans, qui leur échappera toujours, c'est le Maroc, qui a donc une histoire à part dans l'histoire de l'islam et surtout dans l'histoire des Juifs. En 1534, les Ottomans réussissent en plus à arracher l'Irak à l'emprise de l'Iran. L'Irak est un grand pays, c'est un pays riche, il y a beaucoup d'eau, il y a de grands fleuves. Donc ils arrachent l'Irak à l'empire de l'Iran et l'Empire ottoman arrive à son apogée au début du XVIIe siècle. Puis, cet empire qui est immense, qui couvre les Balkans, qui couvre la Grèce, qui couvre pas l'Espagne, mais toute l'Afrique du Nord, l'Arabie, tout le Moyen-Orient, l'Irak, c'est un empire immense, entre en concurrence avec un autre empire très important, c'est un empire romain germanique, les Habsbourg. Alors vous voyez un peu ces deux colosses, ces deux monstres qui vont s'affronter et ça va pas être une partie de plaisir. Alors il s'agit d'avoir le contrôle de l'Europe centrale. N'oublions pas, les Ottomans ont attaqué Vienne. Ça, les Habsbourg n'ont pas vraiment digéré. Alors, au début, les Ottomans sont victorieux et puis ils bloquent effectivement devant Vienne en 1683. C'est leur deuxième assaut et perdent. Ah, alors ils perdent une ville dont on a parlé la semaine dernière. C'est pas moi qui en ai parlé, c'est M. Feinerman. Il nous a parlé de Buda. Pour ceux qui ont suivi le cours de M. Feinerman. C'est pas Feinerman, c'est... Si? C'était Ariel? Non, c'était pas lui. Comment il s'appelait celui de Alumine? Ah oui, c'est vrai. Je dis des bêtises. C'est Shlomo Balsam qui nous a fait une conférence sur les Juifs hongrois. J'ai dit des bêtises. Et il nous a parlé de Buda. Et il nous a dit à propos de Buda que la particularité, Buda, c'est Buda et Pest. Ce sont deux villes. Et Buda, c'est sur une rive. Et Pest, c'est sur l'autre rive du Danube. Et ce qu'il nous a dit, c'est que Buda était la seule ville, la seule communauté juive dans toute l'Europe où les juifs séfarades et les juifs ashkénazes vivaient en parfaite osmose parce que beaucoup de juifs chassés d'Espagne en 1492, après un tas de détours, sont arrivés à Buda qui était dirigé par un cadi musulman et qui avait une réputation de grande tolérance.
Et donc voilà, en 1683, les musulmans vont perdre Buta, qui avait un pacha turc depuis 1540, donc pendant près de 150 ans. Fin du XVIIe, l'Empire ottoman est tellement agressé qu'il est obligé de signer un traité de paix en situation de vaincu. Mais voilà qu'il y a une autre menace qui se fait jour, c'est l'expansion russe, déjà à l'époque, et qui va se faire aux dépens de l'Empire ottoman. Je m'excuse, c'est très compliqué ce que je vous raconte, mais retenez les grandes lignes. C'est simplement pour que vous compreniez que dans ces empires qui s'affrontent, les minorités, notamment la minorité juive, est constamment ballottée. C'est un jouet, c'est un pion sur l'échiquier, ça je vous le raconterai après, dont on va jouer selon les opportunités. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, de vous montrer un tableau général qui expliquera les difficultés ensuite qu'auront les Juifs dans ces différents pays. Donc les Russes vont essayer de faire des conquêtes aux dépens des Ottomans, et en 1783, les Russes annexent pour la première fois, la deuxième fois c'était il y a quelques années, ils annexent la Crimée. En Crimée, on va trouver beaucoup de Karaïtes. Ça, on l'avait déjà raconté, l'histoire des Karaïtes. Il y a énormément de Karaïtes en Crimée, donc des Juifs un peu particuliers. C'est une autre histoire. Et cette Crimée a longtemps été turque musulmane ou ottomane musulmane. Les Russes poussent vers l'est et vers l'ouest, le long de la mer Noire, et fondent en 1795 une ville sur le site d'un ancien village tatar musulman. Vous connaissez tous cette ville, elle s'appelle Odessa. Odessa. Voilà. Alors, l'Iran et l'Asie centrale, on change de quartier, ont longtemps été dominés par les descendants des Khan mongols. Certains d'entre eux descendaient de Gengis Khan, donc c'est une très vieille conquête, ce fameux Iran. Alors, ces dynasties d'origine mongole vont survivre jusqu'au XIXe siècle. On a commencé au XIIIe jusqu'au XIXe siècle, c'est donc très très long, et vont dominer la Perse. Alors, dominer la Perse, ils la dominent, c'est vrai, mais ils se sont intégrés à la culture perse, ils ont intégré le persan comme langue, et ils ont intégré les traditions persanes. Ce sont aujourd'hui des Mongols d'origine, mais véritablement persans. Ces Mongols, ces dynasties vont céder devant les Russes, elles également, et une nouvelle dynastie va monter en Iran qu'on appelle les Safavides. Voilà, les Safavides en papier. Ça marche? Je continue. Les Safavides chiites prennent le pouvoir déjà au début du XVIe siècle, donc les Khan mongols perdent leur autorité sur l'Iran, mais restent quand même fortement présents dans le pays et se soumettent à cette nouvelle dynastie. Et ces Safavides vont poser les fondements de la Perse moderne qui prévaudra jusqu'à aujourd'hui. Un autre quartier encore, c'est l'Inde musulmane. On va un petit peu plus loin. L'islam, ça s'étend loin. Mais en Inde, vous savez qu'il y a eu des communautés juives. Tout ça, nous les reprendrons après. L'Inde et l'Asie centrale ont longtemps été dominés par les descendants des Khan mongols, là aussi. Et, l'Iran. Je viens à l'Inde, on a fait l'Iran. L'Inde musulmane, ce sont des dynasties turques depuis le XIe siècle, donc des tribus semi-nomades qui d'Asie centrale sont allées directement jusqu'en Inde sans passer par la Turquie et qui ont dominé l'Inde. Elles seront ensuite supplantées par des chefs turco-mongols. Vous voyez le mélange. C'est les cousins germains avec les Mongols d'Asie centrale. Mais ces chefs turco-mongols sont les descendants de quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Timur Lenk, ou plus simplement Tamerlan.
Tamerlan, qu'on appelle le Grand Moghol, grand conquérant aussi d'Asie centrale. Les grands Mongols régneront sur une grande partie de l'Inde jusqu'à l'arrivée des Anglais, donc une époque récente, milieu du 19e. Ça va? Ou je vous noie? Compliqué, hein? Alors, on arrive à des choses plus simples maintenant. Un petit peu plus simples. Au début de cette période, donc des grandes invasions, des invasions d'Asie centrale, il y a deux grandes communautés en terre d'islam. Il y a la communauté d'Iran et la communauté juive en terre arabe. Les Iraniens n'étant pas des Arabes, vous le savez. Les Turcs n'étant pas des Arabes non plus. Alors, la communauté iranienne regroupe des Juifs de langue et de culture persane d'Iran, donc une très ancienne communauté, puisque quand même l'histoire de Mordechai et Esther, ça remonte à l'empereur Cyrus. Donc, on peut imaginer qu'il y a plus de 2000 ans, 2200 ans, il y avait des Juifs déjà en Iran qui sont certainement venus après la destruction du premier, mais certainement plus sûrement un peu plus tard du deuxième temple. Donc, on a une communauté juive de culture et de langue persane, mais aussi la même communauté a essaimé vers l'Afghanistan et les républiques d'Asie centrale telles que l'Ouzbékistan. Et c'est intéressant parce que ces pays d'Asie centrale où il y a une communauté juive verront une communauté juive se développer d'une façon très parallèle et très particulière. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 2-3 ans, il y a une exposition au musée d'Israël sur les tenues juives du 18e et du 19e siècle, les vêtements essentiellement des femmes juives. Et j'ai appris là-bas que la première fois que quelqu'un a porté une burqa, c'est-à-dire cette tenue avec le visage grillagé, c'était les femmes juives d'Afghanistan, avant les musulmans. Assez surprenant, mais c'est ce que j'ai vu au musée d'Israël. Alors, en Inde, il y a une présence juive plus modeste. Jusqu'au XVIe siècle, ce seront des juifs de langue persane et qui ne forment qu'une seule communauté. Et puis, donc on a Afghanistan, Ouzbékistan, Inde, Iran, une seule communauté juive. Et vont arriver les chiites safavides, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, la nouvelle dynastie iranienne, et l'Iran sera coupé de l'Asie centrale et la communauté juive également sera scindée en deux parties qui vont se développer séparément avec des traditions culturelles et des minagim un peu différents entre les deux pays. Au XVIIIe siècle, la communauté juive d'Asie centrale est coupée en deux à cause, encore une fois, donc là on a l'Iran d'un côté, Ouzbékistan, Afghanistan de l'autre, parce que il y a des royaumes qui se développent, de nouveaux royaumes, qui sont le royaume de Bukhara, et donc la communauté d'Afghanistan et d'Ouzbékistan va être scindée en deux, entre le royaume de Bukhara et le royaume d'Afghanistan, avec là aussi des traditions différentes. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces trois communautés, Bukhara, Afghanistan et Iran, ont très peu de contacts entre elles. Évidemment, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de téléphone. Et même entre elles, elles ont relativement peu de contacts et donc se développent individuellement, indépendamment les unes des autres. Et très curieusement, mais ça c'est toute la particularité de l'histoire juive, bien qu'en très petit nombre, ces communautés ne se dissoudront pas dans la communauté musulmane environnante. C'est la particularité du judaïsme, ça vous le savez. Alors, à l'ouest de l'Irak, de l'Iran, de l'Irak jusqu'au Maroc, il y a beaucoup de communautés juives arabophones, évidemment. Ça, c'est un vieux berceau, notamment en Irak. L'Irak, c'est l'ancienne Babylonie.
Elles ont beaucoup contribué à la civilisation judéo-islamique. Et ça, c'est la deuxième communauté. Puis il y a une troisième communauté, plus modeste, qui regroupe les Juifs de l'ancien empire byzantin. Ça, c'est encore une fois la Turquie, mais aussi les Balkans, la Grèce, etc. Alors, eux, ils sont établis en Asie mineure et dans les Balkans et n'ont jamais connu la domination ni arabe ni perse. Donc, des Juifs de l'empire byzantin qui se développent dans des pays qui restent à domination chrétienne byzantine, c'est-à-dire orthodoxe, c'est surtout la Grèce et les Balkans, et qui n'a pas de contact avec les Persans musulmans ou les Turcs musulmans également. Alors, cette communauté-là ne parle ni l'arabe, évidemment, ni le persan, il parle le grec. À tel point que quand un juif en Grèce, au XVIIe, XVIe, XVIIe, ne parlait pas le grec, on disait qu'il n'était pas juif. On reconnaissait un juif des Balkans parce qu'il parlait le grec, pas parce qu'il parlait l'hébreu. Alors, cela dit, cette petite communauté sera adoptée, évidemment, mais de façon relativement superficielle, parce que ce sont des communautés qui vont être littéralement submergées par un formidable afflux de juifs de séfarades, d'Espagne, après l'expulsion des juifs d'Espagne, évidemment. Et cette arrivée massive va complètement changer la nature, la structure, les traditions de ces communautés. D'un point de vue politique, les communautés juives arabophones sont conditionnées clairement par les pays auxquels elles appartiennent, auxquels elles sont assujetties. Il est évident qu'une communauté est obligée de se plier aux volontés d'expansion ou de développement du commerce ou de développement culturel du pays où elles habitent. L'Irak, qui a été un centre juif de premier plan depuis l'Antiquité, ça vous le savez, depuis le Baït Rishon avec Nabucodonosor, une communauté juive s'est développée en Irak. C'est en Irak, donc en Babylonie, qu'est né le Talmud Bavli, tout ça vous le savez, on l'a vu ensemble. Donc une immense communauté de très anciennes cultures, de présence très ancienne. Et cette communauté, l'Irak, qui était un grand pays, n'est plus qu'une petite province de l'Empire ottoman. Il n'y a pas grand-chose. Et le statut de la communauté juive va diminuer en même temps. Alors, on sait que déjà au IXe siècle, après Saadia Gaon, la Babylonie perd petit à petit son statut, sa centralité du monde juif, qui va se déporter vers l'Espagne, vers Séfarade, vers l'Espagne. Mais à partir du XIIIe, XIVe siècle, effectivement, cette communauté ne sera presque plus rien, n'a plus d'autorité, n'a plus de notoriété, parce que tout s'est déplacé vers l'Espagne et que l'Irak est devenu un pays, une province qui n'a pas beaucoup d'importance sur l'échiquier politique international. Alors, l'Irak a longtemps été dominé par l'Iran et ensuite annexé par l'Empire ottoman, mais elle restera menacée par l'Iran, on l'a d'ailleurs vu il n'y a pas très longtemps avec Khomeini encore, et puis plus tard par l'Europe. Conséquence, ces allers-retours politiques, cette incertitude sur la paix, évidemment, ne favorise pas le développement de ces communautés qui vont disparaître. Et j'ai lu la semaine dernière un livre extraordinaire de M. Shlomo Hillel, qui a été président de la Knesset, et qui s'était occupé, il avait à l'époque 24 ans, dans les années 1950, de l'exfiltration des Juifs d'Irak, et il a réussi à ramener 120 000 Juifs d'Irak vers Israël. Il n'en restait plus qu'une poignée, 3 ou 4 000, et tout ça s'est terminé avec la pendaison des Juifs d'Irak en 1969, si je me souviens bien. 17 Juifs ont été pendus, et les derniers ont pu encore fuir, voilà. Et donc, Shlomo Hillel, vers les années 1950, a vu ou a scellé la fin de la communauté juive de Babylone ou d'Irak. C'est une histoire terrible qui a commencé en 2500 ans plus tôt et qui se termine, c'est fini, il n'y a plus de juifs en Irak. Donc, voilà. Alors, à la même époque, en Palestine et en Syrie,
deux pays qui sont évidemment pas indépendants, se succèdent des maîtres différents. On a vu les Mamelouks d'Égypte, puis les Turcs, puis les Turcs, et l'Égypte a eu un très grand rayonnement à l'époque Mamelouk, je vous en ai touché un mot tout à l'heure. Passé sous la domination ottomane, l'Égypte n'est plus qu'une province secondaire. C'est toute la politique de l'Empire ottoman consiste à conquérir des terres, à prélever des impôts sur les habitants et ne pas se préoccuper du devenir de ces terres. C'est comme ça qu'Israël est devenu un marécage, une terre désolée que Chateaubriand décrit au XIXe siècle, parce que les Turcs s'en foutaient complètement du devenir des terres conquises. Ils ne cherchaient pas à les développer, ils ne cherchaient pas à les exploiter. Ils n'en ont rien fait que de prélever des impôts sur la petite population présente. Mais c'est vrai pour Israël, comme c'était vrai de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak, de tous les pays de l'Empire ottoman. En tout cas pour l'essentiel d'entre eux. Voilà, en Afrique du Nord, il y a aussi beaucoup de communautés juives, essentiellement au Maroc et en Tunisie, et se rajoute encore à ces communautés des pays arabophones, un pays très éloigné, très très loin, c'est le Yémen, qui a une grande communauté importante, coupée des grands centres, et qui forgera sa propre culture riche, diverse et tout à fait originale. Voilà. Dans tout ça, la communauté la plus importante, numériquement, politiquement, économiquement, c'est évidemment la communauté juive ottomane, de l'Empire ottoman. Elle sera la plus importante de tout le monde musulman et plusieurs raisons à ça. Évidemment, la puissance de cet Empire ottoman qui confère également aux Juifs qui habitent un poids et une crédibilité sur le marché des affaires plus important. D'autre part, une immigration massive des Juifs d'Espagne et du Portugal chassés en 1492 et 1496, et également des Juifs d'Italie. Et tous ces gens apportent des forces culturelles, des forces d'invention, de créativité et de prospérité, évidemment, et surtout des ouvertures vers l'Europe qui, elle, a des aspirations à l'hégémonie sur tout le monde musulman. Mais ça ne va pas se faire aussi vite que ça, évidemment. Alors, au fur et à mesure de l'expansion de l'Empire ottoman, celui-ci incorpore un grand nombre de Juifs. Il y a de vastes communautés qui s'installent avec des ramifications, mais il y a aussi de grandes disparités sociales et régionales entre les différentes régions de l'Empire ottoman. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sources historiques écrites sur les communautés juives pré-ottomanes, avant la conquête ottomane. La conquête ottomane de tout cet empire, c'est 1400 et des brouettes, qui est 1483 en ce qui concerne Constantinople. On a quelques chroniques lacunaires, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Et ce qu'on a le plus encore, ce sont des recueils de Sheelot ou Tshuot de Rabbanim, mais même ça, ils sont pas très nombreux, ces recueils ne sont pas très nombreux, et ils apprennent un petit peu la situation économique des Juifs, mais ça ne va pas très loin. Il y a pas mal de littérature, mais avec peu de renseignements historiques. Et les auteurs, qu'ils soient les historiens musulmans, parlent très souvent des Juifs dans leurs livres, dans leurs récits, mais avec très peu de données. C'est pas concret. On parle des Juifs, présence de Juifs, ils font du commerce, avec ça, on va pas très loin. Ce qu'ils donnent surtout dans ces récits, c'est une vision générale du contexte social et culturel des communautés juives dans les différentes régions de l'Empire ottoman, mais ce n'est pas vraiment des archives. Les seules archives qu'on ait sont des archives de la Geniza du Caire, mais là aussi, d'abord c'est lacunaire, ensuite, chronologiquement, c'est pas daté, on sait pas. Ça nous apprend quelques petites bribes, mais pas grand-chose. Par contre, à partir de la période ottomane, là, on a une foule de documents. Et
Alors, des documents juifs, des documents européens et des documents ottomans. Les matériaux juifs, ce sont essentiellement des She'elot et Teshuvot rabbiniques de différentes villes de l'Empire. On parle de Salonique, Istanbul ou Smyrne. C'est là qu'étaient les grands centres culturels du judaïsme. Ces Teshuvot nous renseignent sur l'histoire sociale des Juifs de l'Empire ottoman et sur leur histoire économique. Mais on n'a là non plus pas d'ouvrage purement historique. On n'a pas beaucoup de chiffres dans les documents juifs, à l'exception d'une chronique très ancienne, turque, et rédigée en caractère hébraïque. Les seuls ouvrages en hébreu sont datés l'un de Crète en 1554, donc c'est relativement tard dans la constitution de l'Empire ottoman. Ça s'appelle le Sefer Divrei Yamim, le Malchet Tzerfat, au Malchet Bet Otman à Toger. Et l'autre chronique date d'Italie, elle a été écrite par un juif de France. Et puis il y a aussi des archives communautaires. Alors les archives communautaires, on a notamment, je vais vous terminer cette histoire d'archives et puis après on se reverra. La communauté séfarade de Londres a conservé 2 séries de documents relatifs au Levant. Une première série de documents s'appelle Kantivos et concerne le rachat des Juifs prisonniers de corsaires musulmans ou de pirates chrétiens. Donc vous voyez là toute cette mitzvah de racheter les captifs, qu'ils soient captifs de corsaires musulmans ou de pirates chrétiens, les Kantivos. L'autre livre s'appelle Terra Santa et il tient le compte de la tzedaka qui a été envoyée en Eretz à partir des communautés de l'Empire ottoman. Alors, ces documents concernent le XVIIe et le XVIIIe siècle. Vous voyez que des pirates et des corsaires, on en a encore au XVIIIe. Donc, une époque relativement récente. Mais finalement, c'est relativement peu. En réalité, c'est à partir du XIXe siècle qu'on a des archives sérieuses sur les communautés juives ottomanes et sur les organisations juives internationales. Les archives des pays européens, elles sont beaucoup plus riches encore que les archives juives. Il y a des correspondances de diplomates, il y a des registres de sociétés et des registres des chambres de commerce qui existaient déjà en relation avec l'Empire ottoman. De là, on apprend le rôle essentiel qu'ont joué les Juifs dans l'Empire ottoman pour les relations commerciales entre l'Europe et cet empire. Mais ça, on y reviendra à la faveur de l'explication de l'arrivée massive de Juifs dans l'Empire ottoman. Et puis, il y a des récits de voyages. Alors, toutes sortes de voyageurs, des chrétiens, des pèlerins, des missionnaires, des négociants, des diplomates, des espions, des militaires, même des archéologues et de simples voyageurs. Et ces gens rapportent des choses très intéressantes à propos des Juifs qu'ils rencontrent et nous racontent des cas concrets. Et puis il y a des voyageurs juifs, alors là, ceux-là, ils ne sont pas très intéressants parce qu'ils ne se préoccupent que de Yerushalayim et puis de la Palestine ou d'Eretz Israël, ce qui est d'ailleurs le but de leur voyage. Voilà. Et puis, on parlera, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je vous ai noyé ce soir. C'est compliqué ce que je vous ai raconté. La prochaine fois, on va étudier les archives ottomanes, qui elles sont beaucoup plus précises. Le cours sera beaucoup moins difficile. C'est un peu compliqué ce soir, j'en suis désolé. Mais ces tribus se sont mélangées, se sont mêlées, ont eu des destinées parallèles, concurrentes, et voilà. Et ça nous fait une histoire difficile à raconter. Et puis, je ne suis pas historien. Voilà. Alors, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. J'ai une question. Vakasha. Oui. J'ai une question. De Tudel a écrit
sur l'époque. Donc, on doit avoir quelque chose de tutelle. Et puis, en plus, les responsables ne suffisent pas pour reconnaître ces communautés. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que avec les responsables, les responsables ne suffisent Non, ne suffisent pas? elles nous permettent pas de. Elles nous donnent une idée sur la situation sociale et des communautés, mais elles ne nous donnent pas de chiffres sur la composition, le nombre de juifs. On aura ces chiffres grâce aux archives ottomanes. C'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois. Benjamin Tudel n'a pas vu toutes les communautés non plus. Il a fait des estimations. Il y a quelques chiffres chez Benjamin de Tudel, mais pour l'essentiel, les archives qu'on a et les tchouvot des rabbins nous donnent une idée de comment vivaient ces juifs. Mais on aura d'autres sources plus précises, plus détaillées sur la vie des juifs en Empire ottoman. Merci bien. Avec plaisir. C'est passionnant. Hein? D'autres questions? Ben, vous avez le droit d'être assommé. Hein. Entre le jeûne et puis ça, c'était le coup de grâce. Hein. Tout le monde rigole, mais personne n'ose ouvrir son micro, Georges. Merci beaucoup. Merci Georges. Avec plaisir. Merci beaucoup.